Bonjour et bienvenue pour cette 25e émission d'Ontranouille, la dernière de cette mandature. Au sommaire, aujourd'hui, entretien avec la présidente, les clés du budget, les tribunes libres. Madame la présidente, bonjour. Bonjour Madame Thomel. Alors, avec toutes ces séances publiques, vous avez perdu la voix. Oui, mais attention Madame Thomel, je garde le cap. Alors, c'est l'essentiel, et puis il faut prendre du miel. Oui, merci, je fais ça depuis 3 jours. Alors, nous nous retrouvons avant le vote du budget primitif 2023. Nous allons y revenir dans quelques instants. J'aimerais tout d'abord revenir sur un sujet qui préoccupe énormément les Monégasques, tout comme le Conseil national. Alors, il s'agit bien sûr de l'Union européenne. Oui, tout à fait, Madame Thomel. Nous avons eu vendredi soir une séance importante avec le gouvernement lors des débats du budget primitif. Effectivement, c'est un sujet qui préoccupe toute la population et bien sûr les élus du Conseil national. Nous sommes très vigilants. Nous ne signerons pas un accord si les lignes rouges ne seront pas respectées. Nous ferons très attention et surtout, ce que nous demandons au gouvernement, c'est de la communication. Il est venu en principauté des personnes qui ont été invitées par le gouvernement pour parler justement de cet accord, notamment Andorre et Saint-Marin. Nous n'étions pas au courant, alors qu'un simple coup de fil, une simple lettre, aurait pu informer les élus des Monégasques. Je le regrette vivement. Alors 2023 va marquer justement un moment important pour la négociation. Quelle est votre position et celle de l'Assemblée, bien sûr? Notre position est très ferme. Nous l'avons dit depuis le début de cette mandature. Si les lignes rouges ne sont pas respectées, nous ne signerons pas d'accord. Et je l'affirme haut et fort devant les Monégasques. Sur ce sujet de l'Europe, je vous propose tout de suite d'écouter Madame la Présidente Thomas Brezzo. Le 7 décembre dernier, le gouvernement s'est fait le relais de la Commission européenne en annonçant par voie de presse la finalisation des discussions relatives à l'accord d'association avec l'Union européenne pour la fin de l'année 2023. Cela ne signifie en aucun cas que cet accord entrera en vigueur à cette date. En effet, la Constitution prévoit qu'un tel accord devra faire l'objet du vote d'une loi de ratification par le Conseil national pour être effective. Or, vu l'importance du sujet, ce processus durera nécessairement encore plusieurs mois. Je rappelle que depuis le début de la négociation, le Conseil national n'a jamais été consulté sur les termes de cet accord. Seul un groupe restreint d'élus, tenu à la confidentialité, est informé a posteriori et de manière limitée des discussions entre l'équipe des négociateurs et les membres de la Commission européenne. Toutefois, il ne suffit pas au gouvernement de communiquer des informations à une partie des conseils nationaux pour que celles-ci rencontrent leur agrément et encore moins celui de l'Assemblée dans son ensemble. Pour autant, ces réunions ont été l'occasion pour les élus concernés de rappeler les lignes rouges qui fixent les limites qui ne devront pas être franchies pour envisager le vote d'une telle loi de ratification. Sans concertation en amont et sans être respecté en tant que véritable partenaire institutionnel, le Conseil national ne votera pas ce texte s'il ne dispose pas de garanties solides et juridiquement indiscutables du respect de ces lignes rouges. À ce stade, aucune garantie ne nous a été présentée quant au respect de ce principe. Comme nous venons de le rappeler solennellement dans une lettre adressée au ministre d'État, si le gouvernement s'engage sur des concessions non admissibles pour les élus des Monégasques, l'Assemblée sera de facto mise dans l'obligation de ne pas autoriser la ratification de cet accord. Les Monégasques et leurs représentants méritent des informations claires et des garanties sur les intentions du gouvernement. Il en va de la confiance de notre Assemblée dans le processus en cours. Je tiens ainsi à rassurer nos compatriotes et les résidents de la Principauté. Vos élus seront particulièrement vigilants sur ces points qui portent notamment sur le logement, les professions réglementées, la priorité à l'embauche et de manière plus globale, la priorité nationale. Les travaux se poursuivent et nul doute que le Conseil national futur sera tout aussi vigilant sur ce sujet. Madame la Présidente, revenons à présent sur le sujet de la séance publique de ce jeudi. Nous arrivons à l'issue de ces sessions avec, c'est la coutume, le vote du budget primitif 2023. Comment se présente-t-il ? Nous devons être avant tout très vigilants. Effectivement que les chiffres sont bons. Mais nous avons 3 problèmes. Le pouvoir d'achat, l'inflation, le bouclier tarifaire. Tous ces sujets vont être débattus et notamment dans cette dernière séance du vote budget ce soir.
je dois dire que pour le prochain mandat, nous devons regarder très spécifiquement ces 3 sujets parce que pour l'année 2023, ce seront vraiment de gros enjeux pour la principauté de Monaco. Et dans ce contexte, comment se passent vos discussions avec le gouvernement ? Très tendues, toujours très tendues. Elles s'étaient déjà tendues lors du budget rectificatif de cette année, bien entendu. Je croyais que ça allait s'améliorer, or ce n'est pas le cas. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore dans des discussions qui ne devraient pas être celles que j'avais demandées au ministre d'État et l'ensemble des membres du gouvernement. Tout cela devra changer, absolument. Sur cette loi de budget avant le vote de jeudi, écoutons à présent Balthazar Seydoux, le président de la Commission des finances et de l'économie nationale. Chers compatriotes, le budget primitif 2023 présenté à notre Assemblée est exceptionnel à plusieurs titres. Tout d'abord, c'est un budget qui dépasse les 2 milliards d'euros en recettes et en dépenses. À titre de comparaison, au début de la mandature, le premier budget que nous avions voté était en dessous de 1,3 milliard d'euros. C'est une augmentation de près de 65% en 5 ans. Pour le dire plus simplement, l'économie monégasque a bien rebondi après la crise Covid. Les chiffres du PIB le démontrent également, avec en moyenne une croissance annuelle d'à peu près 4,4% sur les 10 dernières années. Ce budget exprime aussi un accroissement très fort des dépenses d'équipement et d'investissement. Il y a 5 ans, elles représentaient environ 33% de nos dépenses. Et aujourd'hui, elles dépassent les 40%. Ces investissements démontrent l'importance du rôle de l'État dans la structure de notre économie. Ils sont essentiels pour bâtir l'avenir de notre pays. Ils incluent l'ensemble des constructions domaniales, le futur collège, la future médiathèque, la future usine de traitement des déchets, le futur hôpital, les futures surfaces permettant notre développement économique, pour ne citer que les exemples les plus marquants. Ce budget est également exceptionnel par le contexte dans lequel nous l'examinons. En effet, l'année 2022 a été marquée par un fort retour de l'inflation, en particulier sur les coûts de l'énergie, et l'ensemble des analyses semblent indiquer que l'année 2023 ne sera pas une année de retour à la normale. L'inflation continuera sans aucun doute de progresser et à l'inverse, la plupart des pays européens vont connaître un ralentissement de leur croissance, voire une situation de récession. De ce point de vue, le budget primitif 2023 intègre déjà des mesures de protection comme le bouclier énergétique qui va limiter l'augmentation des coûts de l'énergie pour les ménages et les entreprises. D'autres mesures plus ciblées pourront être envisagées dans un dialogue avec le gouvernement, comme nous l'avons fait durant l'année 2022, en maintenant le pouvoir d'achat des agents du service public et hospitalier, en votant les augmentations d'aides sociales en relation avec l'inflation, ou encore en défendant la faculté pour les entreprises de verser à leurs salariés une prime non chargée. Sur l'ensemble de ces sujets, l'État joue son rôle d'amortisseur de crise. Le partenariat institutionnel entre le Conseil national et le gouvernement, qui a fonctionné pleinement durant la période critique de la crise Covid, se poursuit. Au-delà des éléments factuels, il est important de mentionner que les élus continuent de défendre les sujets qui, selon eux, méritent une attention accrue, voire des moyens supplémentaires. C'est par exemple le soutien à notre tissu associatif via la politique de subvention, la défense de la qualité de vie de nos résidents et notamment de la mobilité par la demande de solutions concrètes à long terme et de politiques ambitieuses à court terme. C'est également l'anticipation de nos besoins pour nos aînés et la prise en charge de la dépendance avec la construction d'un nouvel EHPAD à moyen terme. C'est aussi, bien entendu, la poursuite du programme de construction domaniale qui a vocation à garantir à l'ensemble des foyers monégasques qui en ont besoin de pouvoir vivre dans leur pays à des prix accessibles et dans les meilleures conditions possibles. Chers compatriotes, comme vous le voyez, ce budget a une double fonction. Continuer de protéger la population et d'accompagner les acteurs économiques d'une part, et investir pour l'avenir de notre pays avec des projets structurants et des équipements que nous transmettrons aux générations futures. Le logement des Monégasques, Madame la Présidente, a occupé beaucoup de place dans ces débats. Où en sommes-nous exactement ? Je crois que nous pouvons être satisfaits au niveau du logement. Le plan national du logement a permis ou va permettre dans cette année prochaine à satisfaire l'ensemble des foyers des Monégasques en principauté. Par contre, nous devons parler de la pénurie.
nous avons un problème sur les années 2025-2026. Il faudra le résoudre, ce problème. Effectivement, nous n'avons pas de solution. Donc, nous allons demander au gouvernement une planification, surtout des prochains logements du Magno, avec surtout des opérations sur les années 2025-2026. Et puis écoutons justement à ce propos le président de la commission du logement, Franck Lobonneau. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai récemment visité la Tour Elsa en compagnie de la présidente et d'autres élus. À quelques jours de l'installation des premiers résidents dans l'immeuble, il est important que nous puissions nous rendre compte par nous-mêmes de la qualité de ces logements tant attendus. Effectivement, ces appartements sont de qualité, avec des finitions et des intérieurs très similaires à ceux des opérations précédentes, comme les Jardins d'Apolline ou l'Angelin. Désormais, le niveau des appartements est plutôt standardisé, tant dans les surfaces que dans les finitions, même si ces derniers programmes sont effectivement livrés en plus, avec des cuisines équipées, afin de faciliter l'entrée des résidents dans les lieux. Comme vous le savez, depuis le début du mandat, en tant que président de la commission du logement, avec mes collègues du Conseil national, je me suis toujours préoccupé de la qualité des appartements afin qu'ils correspondent au mieux à ce que les Monégasques attendent. Je regrette toutefois que le mode d'attribution qui est actuellement appliqué par le gouvernement ne donne pas le choix de l'appartement, ni même la possibilité d'émettre le moindre souhait lors de la candidature. Cette situation actuelle a aussi pour conséquence d'attribuer des appartements dont le prix ne permet plus à certains attributaires de contracter un CHC. Trop de Monégasques m'ont dit que leur récente attribution était trop chère pour envisager un CHC. Et je crois que sur ce plan-là, les choses doivent évoluer. L'autre point qui me préoccupe actuellement, ce sont les charges locatives. Nos immeubles sont de plus en plus grands et leur gestion entraîne des coûts de plus en plus élevés. Même si les charges sont des dépenses que les domaines ne font que répercuter sans la moindre marge, bien évidemment, leurs montants deviennent parfois prohibitifs, en particulier dans les immeubles récents. Et cette situation risque malheureusement de s'aggraver avec l'augmentation du coût des énergies. Il s'agit d'une préoccupation légitime des Monégasques que je partage et je m'engage à ce que le Conseil national travaille avec le gouvernement sur cette question des charges locatives. Le logement des Monégasques reste ma priorité, notre priorité. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire, car le logement est tout sauf une question de comptabilité ou de statistique. Le logement est avant tout le lieu de vie de chaque foyer. Et à ce titre, nous veillerons à ce que tout soit mis en œuvre pour répondre au mieux aux souhaits de chacun et au confort des familles, avec l'approche la plus humaine possible. Avec le logement, la mobilité est un sujet de plus en plus important dans l'esprit des résidents. Écoutons sur ce sujet Guillaume Rose, le président de la Commission de l'environnement et de la qualité de vie. Lors de ces discussions sur le budget primitif 2023, un des points centraux sera la mobilité, la qualité de vie, l'environnement. Toutes sortes de choses qui déterminent notre avenir, qui déterminent notre vie en principauté. Alors pourquoi ces sujets sont-ils si importants ? Parce que jusqu'ici, ils nous ont été très maltraités par le gouvernement. On parle de mobilité, on parle de solutions, alors on a des navettes maritimes, on a un téléphérique, on a un RER, un métro, de nouvelles solutions, des parkings de dissuasion, on parle du quartier de la Brasca. Tout ça, ce n'est pas très sérieux, parce qu'on agite des sujets sans vraiment en creuser un seul. Du coup, rien ne se passe, rien ne se produit. Le Conseil national sera très attentif à ce que produisent des choses qui puissent permettre d'améliorer la vie des habitants en principauté, sans parler bien évidemment, non seulement de la circulation évidemment, mais du bruit. Le bruit qui est omniprésent en principauté. On ne peut pas aller manger dans un restaurant, on ne peut pas rester chez soi sans entendre un bruit de marteau-piqueur où que ce soit. La principauté de Monaco a un droit à la tranquillité et un droit à la qualité de vie. C'est cela que le Conseil national veut faire entendre. Présidente, cette séance est la dernière de cette mandature. Y a-t-il des sujets dont vous êtes particulièrement fière ? Alors, ce n'est pas le lieu de faire le bilan de ce mandat, mais je voudrais évoquer deux sujets essentiels. Celui des projets sociétaux et celui de la jeunesse. Nous y avons beaucoup travaillé. Tous les élus se sont impliqués au sein des deux commissions concernées. Et pour tout cela, j'en suis vraiment très, très fière avec l'ensemble des élus du Conseil national. Écoutons à cette occasion Natalia Moratti-Blanc
et Marine Grisoul. Chers compatriotes, depuis 5 ans, vos élus n'ont cessé de travailler pour préserver les intérêts des Monégasques et moderniser notre législation pour être au plus proche des évolutions de notre société. Le bilan de la Commission des droits de la femme et de la famille est très positif et les élus de cette mandature ont obtenu de grandes avancées. Pour rappel, depuis 2018, le congé maternité est passé de 16 à 18 semaines pour les femmes salariées. Le statut de chef de foyer a été reconnu pour les femmes fonctionnaires et agents de l'État et de la commune, ainsi que pour celles bénéficiant du statut de travailleur indépendant. Nous avons voté le texte relatif à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse pour les femmes et nous avons enfin reconnu l'union libre. Aussi, le Conseil national a voté une résolution visant à promouvoir la représentation des femmes au sein des conseils d'administration des entités publiques et privées, dépendant de l'État. Nous avons également voté la loi portant réforme des dispositions relatives à l'incrimination des agressions sexuelles, ainsi que la loi relative à la promotion et à la protection des droits des femmes par la modification et l'abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires. J'en profite pour rappeler que le 25 novembre dernier s'est tenue comme chaque année la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Sur ce sujet, beaucoup reste à faire. Et c'est surtout de l'évolution des mentalités dont il s'agit. À ce titre, je salue le travail de prévention effectué par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Depuis le début de cette mandature, le Conseil national demande la création d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Et il y a quelques jours, le ministre d'État nous a enfin annoncé le dépôt d'un projet de loi relatif à un fonds d'indemnisation des victimes d'infractions pénales liées à des violences domestiques. Il aura fallu du temps pour obtenir ce texte, mais c'est aujourd'hui une grande satisfaction et vous pouvez compter sur vos conseillers nationaux pour, dès qu'ils l'auront reçu, travailler sur ce texte et le voter le plus rapidement possible. Dans l'attente de vous retrouver l'année prochaine, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et de Noël. Chers compatriotes, alors que vos élus s'apprêtent à voter le dernier budget de cette mandature, je tiens à relever un certain nombre de satisfactions concernant notre jeunesse. Le bilan de la commission que j'ai l'honneur de présider depuis près d'1 an, à la suite de mon collègue Marc Mouroux, est plus que positif. En effet, depuis 2018, beaucoup de choses ont été faites en faveur de notre jeunesse, de l'éducation et du sport en principauté. Je rappelle ainsi le doublement du budget alloué aux bourses d'études, l'élargissement de la liste des grandes écoles, l'extension du passeport culture, l'organisation du MC Summer Concert au début de l'été, mais aussi la mise en place d'un city-stade mobile, sans oublier le Conseil national des jeunes qui offre l'opportunité depuis 2 ans maintenant à 12 jeunes de la principauté d'être conseillers juniors le temps d'1 année. Une autre grande avancée concerne bien sûr le vote par l'Assemblée de l'important texte relatif au harcèlement scolaire et c'est avec satisfaction que nous avons noté que le déploiement des dispositifs a débuté. Cette année 2022 aura ainsi vu la mise en place du collège numérique avec la dématérialisation des manuels scolaires ainsi que la mise en place de la demande en ligne pour les bourses scolaires. Nous pouvons le reconnaître et en être fiers, la transition numérique est en pointe dans le domaine de l'éducation. Concernant le sport, le Conseil national n'a cessé depuis le début de la mandature de soutenir les associations sportives et d'appuyer leurs demandes de subventions auprès du gouvernement. Bien sûr, il reste beaucoup à faire, notamment concernant le développement des infrastructures pour permettre à nos sportifs de haut niveau de s'entraîner dans des conditions optimales et avec des équipements rénovés et de qualité. Je pense aussi aux activités pour nos jeunes en principauté, qui méritent plus d'attention. Il faut en effet pouvoir leur proposer davantage d'infrastructures ludiques et de loisirs. Vous pouvez compter sur moi pour continuer le travail initié et encourager toujours plus les mesures qui contribuent à l'épanouissement des plus jeunes.
Dernière partie de cette émission, les tribunes libres, avec aujourd'hui Marie-Noëlle Gibelli, Daniel Boeri, Béatrice Fresco-Rolfo et Karen Aliprendi. Chers compatriotes, le bilan de la majorité du Conseil national et plus globalement celui de notre Assemblée tout entière, toutes tendances confondues, est le plus important pour Monaco depuis 2008. Dans l'Union nationale des élus et dans l'unité des institutions, nous avons participé notamment au comité mixte de suivi Covid-19 pour participer à l'élaboration des meilleures mesures possibles décidées par le gouvernement. Instauré par le prince souverain en mars 2020 au plus fort de la crise sanitaire, ce comité de suivi a fait ses preuves. Et c'est tout naturellement au sein de cette délégation que la notion d'union nationale a pris tout son sens. Depuis, les élus travaillent ensemble, dans le respect de la diversité, pour agir dans le cadre des prérogatives de notre Assemblée, pour optimiser l'impact de toutes les politiques publiques de l'État sur votre vie quotidienne. Certes, beaucoup de défis sont encore à relever, comme celui du maintien de l'excellence de notre offre de soins, ou encore celui de notre attractivité professionnelle pour que des salariés toujours plus nombreux souhaitent venir travailler en principauté. Pour cela, il faut leur en faciliter l'accès et aussi leur prévoir des logements non loin de Monaco. C'est un défi énorme. Après la crise sanitaire, les mentalités ont évolué et, comme vous le savez, mettant plus d'importance dans la qualité de vie, préférant la proximité à des trajets trop longs. Il est donc indispensable que notre modèle économique et social avancé s'adapte à cette évolution. C'est aussi cela notre mission, et vous savez pouvoir compter sur nous, toutes et tous. Enfin, ce mandat, nous l'avons rempli quasi intégralement sous la présidence de Stéphane Valéry, et nous le terminons avec la première femme présidente du Conseil national, Madame Brigitte Boccon-Pagès. Avec elle, avec vos élus sortants et d'autres forces vives de notre communauté nationale, nous vous proposons de poursuivre ce travail dans l'intérêt général pour transmettre à nos enfants un Monaco toujours plus fort et toujours plus performant. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël à toutes et à tous. Assez rêvé. Bonjour à tous. Le budget primitif 2023 est un excédent. Bravo à tous les acteurs économiques et sociaux qui ont permis à notre pays de se relancer après la crise du Covid. Pour citer le gouvernement, Monaco s'appuie depuis plusieurs années sur l'attractivité qui constitue la base historique et durable de son modèle économique. Toutefois, le monde qui s'annonce est porteur de défis lourds de conséquences. Cette base historique et les piliers de notre économie sont battus en brèche dans les grandes mutations du monde. D'abord, le réchauffement climatique et la crise énergétique. Ils nous imposent une sobriété collective. C'est un défi qui engage notre responsabilité et nous invite à un changement de comportement. On ne peut pas regarder passer le train. Ensuite, la technologie. Elle transforme la nature du travail et interroge l'avenir de l'immobilier du bureau en particulier. Enfin, l'éducation. L'excellence actuelle doit s'accompagner d'une adaptation au monde. Dans une grande partie du tertiaire, le monde est concurrent, presque instantanément. Pour faire face à ces défis, une vision stratégique doit dépasser celle de la comptabilité. Il s'agit notamment de développer une approche avec le fameux « en même temps » qui concerne par exemple la mobilité, qui doit être vue au sens large. Le bouclier énergétique, bienvenu, doit être accompagné d'incitations à réduire sa consommation. Le maintien du pouvoir d'achat doit être revisité. Pour certains, la fin du mois commence le 20. Le logement dont la verticalité devient la règle avec ses conséquences. Bref, la comptabilité doit être laissée aux contrôleurs des dépenses et la stratégie au gouvernement. À bientôt. Merci. Très chers compatriotes, nous arrivons à cette fin de mandature et je pense que nous avons pu garder le cap avec tous les défis pour lesquels nous avons dû faire face, tous ensemble, les défis de la Covid, avec ses problèmes économiques, ses problèmes sociétaux, grâce à une union nationale initiée par Stéphane Valéry et continuée par notre présidente, Brigitte Boccon-Pagès. L'engagement des élus auprès des Monégasques a été fort, il a été maintenu tout au long de cette période difficile et je pense que nous en sommes sortis plus forts,
plus réunis, plus prêts à affronter tous les défis du futur, pour vous, pour l'intérêt des Monégasques, mais pour l'intérêt de notre pays, ce qui est le plus important actuellement. Je vais conclure en vous souhaitant de très joyeuses fêtes de Noël en famille, en union, si je puis me permettre, et vous souhaiter une belle année 2023 pour vous et tous vos proches. À CRVD. Chers compatriotes, au moment de voter ce budget primitif 2023 et de basculer dans la prochaine législature, je voudrais vous dire combien votre Conseil national est au travail pour continuer de faire en sorte que les attentes et besoins des Monégasques soient toujours mieux pris en compte par le gouvernement. Dans l'union nationale, autour de notre présidente et dans l'unité des institutions, nous terminons ensemble un mandat qui aura été le plus productif depuis bien longtemps pour les Monégasques, avec un bilan exceptionnel sur le plan du logement, sur les évolutions de notre société, comme le contrat de vie commune ou la loi contre le harcèlement. Pour autant, beaucoup reste à faire, notamment sur la mobilité. Si nous avons convaincu le gouvernement de réaliser une période de test de gratuité, nous sommes toujours dans l'attente de décisions structurantes pour l'avenir, pour améliorer enfin l'accès à la principauté et pour favoriser la desserte interne de nos quartiers, pour que les usagers puissent changer durablement leur façon de se déplacer. C'est d'un véritable plan national pour la mobilité dont nous avons besoin. Il en va de notre attractivité, de notre capacité à répondre aux exigences professionnelles et familiales. Dans tous les domaines, l'économie, la famille, l'égalité femmes-hommes, le logement, le développement durable ou encore l'Europe et les institutions, nous sommes à la tâche pour terminer ce mandat de façon optimale tout en préparant le prochain autour d'un projet que nous construisons dans l'écoute et la concertation avec vous. Je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël. Merci Madame la Présidente de m'avoir accordé cet entretien qui conclut la dernière émission Ountranouille de cette mandature. Nous nous retrouvons jeudi à 18h30 pour le vote du budget 2023. Et puis sinon, surtout en attendant, soignez-vous bien. Merci Madame Thomel. Et j'en profite bien entendu pour souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à tous les amis de la Principauté, les Monégasques et les résidents et tous ceux qui nous écoutent ce soir. Merci Madame Thomel, très bonne fête à vous aussi. À très bientôt. Merci Madame la Présidente et un joyeux Noël à vous aussi. Merci. De belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.